L'amiral Tishi Yamamoto se tenait sur la passerelle du croiseur lourd Moami, ses mains usées serrant la rambarde tandis qu'il scrutait l'horizon à travers ses jumelles. La date était le 15 juin 1944, et sa force opérationnelle de 12 navires de guerre voguait vers le nord-est à travers la mer des Philippines, confiante dans sa capacité à intercepter et détruire la force de porte-avions américaine que la reconnaissance avait rapportée se déplaçant lentement vers l'ouest à ce qui semblait être une vitesse tranquille de 18 nœuds. Ce que l'amiral Yamamoto ne savait pas, ne pouvait pas savoir, alors qu'il calculait les routes d'interception et les timings, c'est que ces porte-avions américains étaient capables de quelque chose qui briserait toutes les hypothèses que la marine impériale japonaise avait sur la guerre navale. Ils pouvaient maintenir des vitesses de 33 nœuds pendant des heures, transformant le vaste océan Pacifique en un échiquier tactique où les Américains pouvaient apparaître n'importe où frappés sans avertissement et disparaître avant que les forces japonaises ne puissent réagir. Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, j'ai quelque chose d'extra spécial pour vous. La certitude mathématique qui avait régi la guerre navale pendant des décennies était sur le point d'être réécrite par des innovations d'ingénierie que l'intelligence japonaise n'avait pas du tout détectées. Des turbines à vapeur et des modifications de chaudières que les architectes navals américains avaient perfectionnées en secret, créant une nouvelle classe de porte-avions de flotte qui pouvait dépasser les destroyers tout en lançant et récupérant des avions à des vitesses qui rendaient l'interception navale traditionnelle impossible. Les origines de la révolution américaine des porte-avions à haute vitesse peuvent être retracées à une conversation apparemment banale dans le chantier naval de Philadelphie pendant l'hiver 1941. Le chef architecte naval Harrison Bradley examinait les plans de construction des nouveaux porte-avions de classe Essex quand il rencontra le commandant Robert Steam Sullivan, un spécialiste de la propulsion qui avait passé la décennie précédente à étudier les avancées en ingénierie navale britannique et allemande. Sullivan était devenu obsédé par un concept simple mais révolutionnaire que la pensée navale traditionnelle avait rejeté comme impraticable. Si les porte-avions pouvaient atteindre des vitesses de niveau destroyer tout en maintenant la capacité de lancer et récupérer des avions, ils pourraient fondamentalement altérer l'équilibre stratégique de la guerre navale. La sagesse dominante en 1941 soutenait que les porte-avions étaient intrinsèquement des navires lents et encombrants, qui nécessitaient une protection extensive d'escorte, précisément parce qu'ils ne pouvaient pas dépasser les forces de surface ennemies. Les Lexington et Saratoga, les premiers grands porte-avions américains, pouvaient à peine maintenir 25 nœuds dans des conditions idéales, les rendant vulnérables aux croiseurs et destroyers ennemis plus rapides. Les opérations de porte-avions britanniques en Méditerranée avaient démontré à plusieurs reprises cette vulnérabilité, car les forces de surface italiennes et allemandes utilisaient leur avantage de vitesse pour forcer l'engagement dans des termes défavorables. L'innovation de Sullivan a commencé par une analyse détaillée des rapports puissance-poids et de l'efficacité hydrodynamique, qui révélait comment la conception traditionnelle des porte-avions avait sacrifié la vitesse pour d'autres capacités. Travaillant avec une équipe d'ingénieurs civils de Westinghouse et General Electric, il a développé une configuration révolutionnaire de centrale vapeur qui pouvait générer 150 000 chevaux vapeur tout en maintenant l'intégrité structurelle nécessaire pour les opérations de vol. La percée clé est venue de la compréhension que les opérations de porte-avions ne nécessitaient pas la performance à haute vitesse soutenue des cuirassés ou des croiseurs, mais plutôt la capacité à atteindre la vitesse maximale rapidement et à la maintenir pendant des périodes critiques lors de manœuvres tactiques. Les défis d'ingénierie étaient immenses. Les centrales vapeur traditionnelles conçues pour une sortie de puissance élevée généraient une chaleur et des vibrations énormes qui pouvaient interférer avec les opérations aériennes. Les ponts d'envol devaient rester stables pour les opérations d'atterrissage même à vitesse maximale, nécessitant des innovations en conception de coques et d'absorption des chocs qui poussaient les limites de l'architecture navale. L'équipe de Sullivan a développé une approche complètement nouvelle pour le placement des turbines à vapeur et la configuration des chaudières qui distribuaient la puissance plus efficacement
tout en réduisant les contraintes mécaniques qui avaient de limiter les conceptions précédentes. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, les planificateurs navals japonais développaient leurs propres concepts stratégiques, basés sur des hypothèses fondamentalement différentes sur la guerre des porte-avions. L'amiral Isuroku Yamashita, commandant la division de flotte combinée des porte-avions, avait étudié les rapports de construction navale américains et conclu que les nouveaux porte-avions de classe Essex représentaient une amélioration incrémentale plutôt qu'un saut révolutionnaire en capacité. Les estimations de l'intelligence japonaise plaçaient la vitesse maximale soutenue des porte-avions américains à 28 nœuds, bien dans la capacité d'interception des forces de croiseurs et destroyers japonais. Cette erreur d'intelligence s'avérerait catastrophique, mais elle était compréhensible compte tenu du secret entourant les modifications de propulsion de Sullivan. Les nouvelles centrales vapeur étaient installées pendant les phases finales de construction, après que la coque de base et la superstructure soient complètes, les rendant invisibles à la reconnaissance aérienne et aux sources d'intelligence humaine sur lesquelles le Japon comptait pour l'évaluation technique. Même le personnel naval américain, non directement impliqué dans le projet, restait ignorant des véritables capacités de performance intégrées dans les nouveaux porte-avions. Le premier porte-avions de classe Essex à recevoir la centrale de propulsion modifiée de Sullivan était l'USS Intrepid, mise en service en août. L'erreur mathématique se composait rapidement, créant une situation tactique qui surprendrait les forces japonaises complètement impréparées pour l'engagement. Le lieutenant-commandant Hiroshi Tanaka, commandant le destroyer Yuki Kaz dans la force de screening de Yamamoto, a remarqué des discrepancies dans les données de suivi radar que ses supérieurs ont rejetées comme un dysfonctionnement d'équipement. Les contacts américains semblaient se déplacer plus vite que ce que la doctrine des porte-avions suggérait être possible. Mais l'intelligence navale japonaise avait constamment rapporté que les porte-avions américains étaient limités à des vitesses maximales de 25 nœuds. Les préoccupations de Tanaka ont été rejetées par les commandants de la force opérationnelle, qui faisaient confiance aux estimations d'intelligence, plutôt qu'aux données de capteurs en temps réel, une décision qui s'avérerait catastrophique. La première indication que quelque chose était fondamentalement faux dans la planification japonaise est venue à 08h47, lorsque les vigies à bord du croiseur Moami ont rapporté des contacts aériens approchant du sud-est. Le personnel de l'amiral Yamamoto a immédiatement calculé que les porte-avions américains devraient être à moins de 200 000 pour lancer une telle attaque. Mais leur tableau de traçage montrait la force opérationnelle ennemie à au moins 280 000 de distance, basée sur la dernière position connue et la vitesse estimée. Les mathématiques ne correspondaient pas à la réalité tactique se développant sous leurs yeux. Ce que Yamamoto ne pouvait pas savoir, c'est que les porte-avions rapides de Davidson s'étaient approchés à moins de 180 miles pendant leur course à haute vitesse, lançant une frappe aérienne massive tout en continuant à approcher à 33 nœuds. La doctrine tactique américaine que les innovations d'ingénierie de Sullivan avaient rendu possible impliquait de lancer des avions tout en maintenant la vitesse maximale vers la cible, réduisant les distances de récupération et augmentant le nombre de frappes qui pouvaient être lancées dans un délai donné. Les opérations de porte-avions traditionnelles nécessitaient des vitesses plus lentes pendant les opérations de vol, limitant la flexibilité tactique et réduisant l'intensité des attaques aériennes. Les éléments de tête de la frappe aérienne américaine, composés de 89 chasseurs Hellcat et 156 bombardiers en piqué Dauntless, ont obtenu une surprise tactique complète, précisément parce que les forces japonaises s'étaient positionnées pour intercepter des porte-avions qui auraient dû être à 100 mètres plus loin. Les avions attaquants sont apparus au-dessus de la force opérationnelle de Yamamoto, sans avertissement avancé, surprenant les chasseurs japonais sur le pont et les équipages anti-aériens non préparés au combat immédiat. Le commandant Stephen Hawk Peterson, menant la frappe depuis son F-6F Hellcat, pouvait voir la formation japonaise étalée sur l'océan en dessous de lui, dans une formation d'attaque parfaite. Chaque navire positionné pour fournir un soutien anti-aérien mutuel contre des bombardiers approchant de la direction attendue. Ce que les Japonais n'avaient pas anticipé,
c'est que les porte-avions américains se déplaçant à 33 nœuds pouvaient lancer des attaques depuis plusieurs vecteurs simultanément, créant des schémas de frappe chevauchants qui submergeaient les défenses coordonnées. La supériorité technique des modifications de porte-avions de Sullivan est devenue apparente alors que la première vague d'avions américains engageait les forces japonaises. Pendant que les navires de Yamamoto manœuvraient pour contrer les attaques du sud-est, les porte-avions rapides de Davidson s'étaient positionnés pour lancer une seconde frappe du nord-est, utilisant leur avantage de vitesse pour atteindre plusieurs axes de menace, ce que la doctrine tactique japonaise ne pouvait pas contrer efficacement. À bord du croiseur lourd Takao, le capitaine Yoshiro Nakamura regardait les bombardiers en piqué américains approcher son navire de 3 directions différentes simultanément. Une impossibilité tactique si les porte-avions attaquants opéraient à des vitesses conventionnelles. Ces directeurs anti-aériens ne pouvaient pas établir de solution de tir efficace contre des avions approchant de multiples vecteurs, et ces équipes de contrôle des dommages étaient submergées par l'intensité des attaques coordonnées que les opérations de porte-avions traditionnelles ne pouvaient pas maintenir. La précision mathématique des tactiques de porte-avions à haute vitesse de Davidson était dévastatrice pour l'intégrité de la formation japonaise. En quelques minutes de la première attaque, les navires qui avaient été positionnés pour un soutien mutuel se sont trouvés isolés, alors que la force opérationnelle américaine continuait à se déplacer à vitesse maximale, lançant des frappes de suivi qui empêchèrent les forces japonaises de se regrouper ou d'établir des schémas défensifs efficaces. L'avantage de vitesse que l'équipe d'ingénierie de Sullivan avait intégré au porte-avions de classe Essex transformait les possibilités tactiques en temps réel. Le maître principal Martinez, surveillant le contrôle des dommages à bord de l'USS Intrepid, s'émerveillait de la performance du navire en conditions de combat. Les modifications de propulsion de Sullivan incluaient des renforcements structurels renforcés qui permettaient au porte-avions de maintenir la vitesse maximale, même pendant le lancement et la récupération d'avions sous stress de combat. Les porte-avions traditionnels auraient été forcés de réduire la vitesse pendant les opérations aériennes, limitant leur flexibilité tactique et les rendant vulnérables aux contre-attaques ennemies. Au fur et à mesure que la matinée progressait, les implications complètes des avantages de vitesse des porte-avions américains sont devenues claires pour les commandants japonais qui n'avaient jamais rencontré une telle flexibilité tactique. L'amiral Yamamoto a vu son interception soigneusement planifiée se transformer en une bataille en fuite, où ses forces ne pouvaient pas établir des portées d'engagement efficaces, parce que les porte-avions ennemis pouvaient dicter les termes du combat grâce à une vitesse et une manœuvrabilité supérieures. La révolution dans la guerre navale que les innovations d'ingénierie de Sullivan avaient rendu possible était démontrée avec une clarté dévastatrice, alors que les porte-avions rapides américains réécrivaient le manuel tactique des opérations de porte-avions. La capacité à maintenir des vitesses de 33 nœuds tout en menant des opérations aériennes avait transformé les porte-avions de plateformes vulnérables, nécessitant une protection extensive en base mobile rapide, qui pouvait apparaître n'importe où, frapper sans avertissement, et se retirer avant que les forces ennemies ne puissent répondre efficacement.